Dans ce vidéo du chapitre 45 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation tirée de la section 5.2 de Séguin portant sur la loi de Faraday. Il s'agit à la fois de la situation 1, mais également de la question instantanée 1 qu'on peut répondre en même temps. Situation qui s'intitule l'électromotance induite dans un générateur linéaire et dont on peut lire le libellé à la page 431 de Séguin. Après cette première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème sans chiffres, ou ce qu'on va plutôt essayer de trouver des formules. Ce n'est pas mes problèmes préférés, quoiqu'ils permettent d'avoir une bonne compréhension de la matière. Et souvent, je trouve une façon un peu différente de les présenter à l'examen pour pas que ce soit une recherche de formules comme telle. Donc, on nous demande de trouver la force électromotrice induite et le courant induit dans un générateur linéaire. On nous fournit un dessin de générateur linéaire. Il est fort possible qu'à l'examen, je le ferai également, peut-être avec un petit peu moins de choses illustrées que dans Séguin. Donc, je vous rappelle, un générateur linéaire, c'est un rail conducteur en U sur lequel une tige est mobile que je peux déplacer vers la droite, vers la gauche, et on met ce montage-là dans un champ magnétique et on va pouvoir produire de l'électricité avec ça. Donc, on nous dit que ce générateur linéaire-là est constitué d'une résistance. Donc, on ne donne pas la valeur, mais ce serait une donnée normalement fournie dans la partie centrale du générateur. Si jamais le dessin n'était pas fourni, mais ça veut dire qu'à quelque part dans la partie du U, il y a une résistance en ohms, l'équivalent d'une résistance en ohms, c'est-à-dire que ce circuit-là possède une certaine résistance. On nous donne la longueur de la tige, qui se trouve être la longueur d'un côté du U. Donc, si ce n'est pas illustré, je l'aurais mis ici. Et finalement, on nous dit qu'on est dans un champ magnétique B entrant dans le plan. Là, il était illustré plusieurs fois. Évidemment, s'il n'est pas illustré, moi, je pourrais me contenter de l'illustrer une seule fois, mais à l'aide de ce dessin-là qui montre que le champ magnétique est rentrant. Donc, je n'ai pas de chiffre, mais je peux considérer que ces données-là sont connues quand je fais ma recherche de formules. On nous dit finalement qu'un expérimentateur va venir et va tirer sur la tige, sur la partie mobile de la tige, qu'il va tirer à vitesse constante, et on nous précise vers la droite, ce qui va nous permettre de l'illustrer. Donc, c'est une dernière donnée du problème connu et que je pourrais illustrer par un vecteur V dessiné ici. On nous demande de calculer la force électromotrice induite en volts dans ce circuit-là. On nous demande de calculer le courant induit. Évidemment, on va donner les orientations de ces choses-ci. Et finalement, on ne nous demande pas de calculer la force magnétique que subit la tige, mais au moins de donner l'orientation de cette force magnétique-là que subit la tige. Avant de débuter la partie formule du problème, il y a des données qui ne sont pas illustrées, donc je pourrais déjà utiliser, ça fait appel dans le fond à la section 5.1, soit la loi de Lenz, là, pour donner nos orientations. À la section précédente, on avait vu que pour qu'une force électromotrice soit induite, qu'un courant soit induit, les deux sont reliés, il fallait observer une variation du flux magnétique. Quand je vais déplacer ma tige V ici, ce que j'observe en premier, c'est que l'air de la partie rectangulaire ici va augmenter. Et l'air apparaît dans la formule du flux magnétique. Si cet air-là augmente, puis que le flux magnétique, c'est B fois A, quand le A augmente, évidemment, le flux magnétique va augmenter. Et c'est surtout cette augmentation-là de flux magnétique que je dois tenir compte dans mon problème. La physique va s'opposer à cette augmentation de flux magnétique-là. La quantité de B que j'attrape va être plus grande parce que l'air va être plus grande. Donc, je vais avoir plus de B rentrant d'attraper. Pour compenser ça, la physique va induire, ou le courant qui va être induit va produire l'équivalent d'un champ magnétique sortant qui va venir compenser pour l'augmentation de champ magnétique rentrant. C'est ce que je montre ici en disant j'ai mis un B induit qui est sortant, qui va venir compenser comme je viens de le mentionner. Et là, le courant qui est induit, c'est lui qui produit ce B induit-là. Donc, je pourrais déjà déterminer le sens du courant induit à l'aide d'une règle de la main droite. Donc, le courant va tourner dans le cadre de la même façon que mes points.
pour obtenir un pouce qui serait sortant de l'écran. Donc, je devrais, avec la règle de la main droite, obtenir que je vais devoir avoir un courant induit de cette façon-là qui va tourner partout sur le cadre. Évidemment, en même temps, ça me donne le sens de la force électromotrice parce que c'est la force électromotrice qui met en mouvement les charges qui vont constituer le courant induit ici. Donc, on avait vu dans le chapitre 3 de Séguin comment illustrer une force électromotrice dans un circuit électrique, la flèche avec le petit rond, puis j'ai écrit E induit dessus. Donc, j'ai déjà deux variables d'illustrer sur mon schéma, deux variables que je recherchais d'illustrer sur mon dessin. Il m'en reste une. Dans quel sens va être la force magnétique que va subir la tige dans ce processus-là? On avait vu dans un chapitre précédent que quand il y a du courant qui circule dans un fil électrique et que ce fil électrique-là est dans un champ magnétique, bien, il subit une force magnétique. Donc le courant qui passe sur la tige ici, dans ce champ magnétique-là rentrant, c'est la règle de main droite qui s'applique à ça, mais il fallait mettre notre bras-main dans le sens du courant, donc notre bras-main vers le haut, plier nos doigts pour aller dans l'orientation du B, donc notre poing doit pouvoir se fermer pour que les doigts rentrent dans l'écran. Mais moi, je vois mon pouce sur le côté ici, la force magnétique subie par la tige, la partie mobile de la tige ici va être dans ce sens-là. Ce qui veut dire que moi, pour donner une vitesse à la tige, il va falloir que je me batte contre cette force-là. Pour l'instant, toutes mes données mentionnées sont illustrées. Je serai prêt à essayer de trouver des formules et d'utiliser ces formules-là pour répondre à la question ici, en ne trouvant pas des chiffres comme tels, mais en trouvant des nouvelles formules pour ces paramètres-là. Si la question c'est à l'examen, moi j'aurais probablement ajouté des informations supplémentaires, exemple celle qui est ici, que la solution qu'on va trouver va être indépendante de delta t, donc du temps impliqué dans ce processus-là, et de la position initiale de la tige. Donc je vais tout à l'heure dans le dessin là, rajouter un axe des x, y comme ça, fait que la position x, la coordonnée x peut me donner la position de la tige. Donc, si je rencontre ces choses-là dans les formules que je vais développer, ben, je ne les comptabilise pas comme des données. Elles vont se simplifier de toute façon dans les manipulations mathématiques des formules. Dernière remarque aussi que je fournirai à l'examen, c'est la deuxième qui est ici. J'annoncerai dans le texte de la question que le taux de variation du flux magnétique en fonction du temps est constant. Et ça va nous amener à un choix de formule qui simplifie le problème. Et ça peut se comprendre, que ce taux de variation-là est constant. Il faut comprendre c'est quoi aussi quand j'annonce ça dans un problème. Bien, ça veut dire que le flux qui augmente, on avait dit que le flux magnétique augmentait, bien que cette augmentation-là va être linéaire, va être proportionnelle, va être constante. C'est-à-dire, exemple, si je regarde à chaque seconde la grandeur du flux magnétique, ben, si après une seconde, cette grandeur-là a augmenté de 10%, après 2 secondes, elle va augmenter de 20%, après 3 secondes, elle va augmenter de 30%. Donc, si je tracerais un graphique du flux magnétique en fonction du temps, ben, je verrais une droite. C'est un processus qui est linéaire. Première question, je cherche une force électromotrice induite. Donc, dans le chapitre 45 sur Faraday, dans le résumé du chapitre 45, ça apparaît à la deuxième page, qui commence par la définition du flux magnétique, mais un peu plus bas, on a la loi de Faraday, celle qui nous permet de calculer la force électromotrice induite. Donc, l'expression fondamentale de la loi de Faraday est montrée ici. Et vous allez voir dans quelques instants dans le problème que je ne l'utilise pas directement, la loi de Faraday, mais que je vais prendre une simplification pour les situations où on a une variation constante de flux magnétique, la prémisse que je viens de faire dans le problème. Donc, je vais plutôt utiliser la formule qui est ici. De retour à mon problème, j'avais la première mention qui est faite, mais qui est en rouge différent, donc je n'êtes pas obligé de la mettre présentement, qui annonce que je veux utiliser la loi de Faraday, que ce problème de physique-là est basé sur la loi de Faraday.
Mais compte tenu de la prémisse qui est mentionnée là, ben, je peux utiliser une version simplifiée de la loi de Faraday. Force électromotrice est égale à la variation de flux en fonction du temps, divisé par le temps. Je peux prendre la valeur absolue si je m'intéresse tout simplement à la grandeur de la force électromotrice. Et quand j'écris cette équation-là, ben, je pourrais penser, parce que si j'essaierais de mettre des chiffres, la force électromotrice induite est une inconnue recherchée. La variation de flux n'est pas mentionnée du tout ici, donc ça serait une deuxième inconnue. Et le delta T n'est pas mentionné non plus, donc j'aurais le réflexe de dire que c'est une troisième inconnue, mais moi je ne dois pas la comptabiliser parce qu'elle va se simplifier plus loin dans le problème, donc c'est la remarque qui est faite ici. La solution est indépendante de delta T, donc cette valeur-là n'a pas d'importance dans le problème, le delta T que j'utilise, donc je ne le comptabilise pas d'un point de vue physique. J'ai besoin d'une équation supplémentaire liée à ma variable supplémentaire, donc c'est la variation de flux. Je peux aller dans le chapitre 45, on a la formule pour la variation de flux, quoique la formule pour n'importe quelle variation, c'est toujours la grandeur finale moins la grandeur initiale, là, pour enlever le delta. Évidemment, c'est la deuxième équation que j'utilise et ça a fait apparaître deux inconnus supplémentaires. Donc, deux équations à 4 inconnus. Évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de mettre aucun chiffre. La deuxième étape, c'est toujours de mettre des chiffres en dessous, mais c'est pour ça qu'elle apparaît autant en jaune qu'en vert. Quand je mettais des chiffres, ben, j'aurais réécrit la même chose pour ces deux équations-là. On continue, donc on a ajouté des nouvelles variables. C'est deux fois la même variable, mais en finale initiale, mais il faut que ça me prenne une formule pour cette variable-là. De retour au résumé du chapitre 45, mais tout à l'heure j'avais mentionné quand on passait dessus, au début de la page, il y avait les formules pour calculer le flux magnétique. Donc, la définition conventionnelle du flux magnétique, que je vais utiliser très rarement, mais on va l'utiliser quand même une fois tout à l'heure, mais la définition simplifiée du flux magnétique, un peu comme on avait aussi dans le cas du flux électrique. Donc, on va utiliser, lorsque l'on peut, la définition simplifiée, que j'ai ramenée dans mon problème ici. Donc, je l'ai retranscrit dans un premier temps telle qu'elle apparaît sur le formulaire. Et je vais l'utiliser deux fois pour calculer les deux paramètres qui sont en haut. Donc, une fois l'équivalent de la situation finale est égal à le plus ou moins, je dois le remplacer. Évidemment, il faut connaître le sens de l'air, si on veut, quand on veut mettre le signe plus ou moins. Dans le résumé, je l'ai montré, on utilise les mêmes standards que pour le flux électrique. Donc, quand on a une surface, puisqu'il y a un champ magnétique qui traverse cette surface-là, s'il le traverse de l'intérieur vers l'extérieur, l'équivalent de dire que le champ magnétique sort de la surface, c'est un signe plus, et l'équivalent que le champ magnétique rentre dans la surface, c'est un champ magnétique moins. Mais souvent, vous allez voir que pour le magnétisme, pour l'électrique, c'était le théorème de Gauss, ça nous prenait une surface fermée, il fallait savoir si on rentrait ou on sortait de la surface. Mais pour le champ magnétique, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc moi, je vais essayer de retomber le plus souvent possible sur cette situation-là, en fixant moi-même quel est le côté extérieur de la surface, par mettant toujours mon A, si on veut, dans le même sens que mon B, ce qui m'amène un signe plus là, dans l'équation. Ça veut dire que dans mon problème, si j'aurais à considérer A, ben, je mettrais A rentrant dans l'écran, dans son aspect vectoriel, pour qu'il soit justement dans le même sens que le vecteur B, ce qui amène un signe plus dans l'équation tout simplement. Le B perpendiculaire, ben, c'est le B du problème. Hein. Le B est parfaitement perpendiculaire déjà à l'air. Et le A, ben, c'est le A final, parce que le A va varier, donc c'est le A final de mon rectangle ici. Je n'ai pas de valeur pour ces choses-là, donc c'est la troisième équation que j'écris. Le B, je ne le comptabilise pas parce qu'il est une donnée normalement fournie avec un chiffre. Et là, j'aurai mon A final, cinquième inconnu. J'ai écrit la même chose pour le flux initial, donc signe plus aussi. C'est le même B, donc ça ne rajoute pas d'inconnu. Mais là, c'est l'air initial du problème. Donc, je suis à 4 équations, 6 inconnus. Vous allez voir que cette façon-là de procéder pour résoudre des problèmes de force électromotrice induite se répète souvent. Donc, cette séquence-là de dire, ça c'est la loi de Faraday, mon calcul de flux qui est dans la loi de Faraday, puis après ça, mes deux calculs de flux final puis de flux initial.
Donc, quand on a fait l'ajout de ces deux formules-là, c'est ces paramètres-là qui s'ajoutaient, mais ça, c'est des calculs d'aire. Donc, ça, c'est de la géométrie. Dans ce cas-ci, c'est l'aire d'un rectangle. C'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir les bonnes dimensions pour avoir l'aire d'un carré, mais ça, c'est juste une fraction de seconde. Donc, l'aire d'un rectangle, la base fois hauteur, je le fais pour soit le A initial ou le A final. Ça va être la base, ça va être ce côté-ci. Et ce côté-ci, je vais l'appeler X parce qu'il est sur l'axe des X. Et c'est cette grandeur-là qui varie, donc c'est un peu naturel de l'appeler X si on veut. C'est une grandeur qui va varier, puis je pourrais faire mon problème, exprimer mon problème en fonction de X. Ça ferait des équations justement standards exprimées en fonction de X. Bon, là, ici, d'avoir cette idée-là, c'est parce que là, moi, je sais à quoi je veux aboutir. J'ai mon expérience de physicien, puis je sais que ça va m'amener à des simplifications. Je vous ai dit tantôt que c'était le genre de problème que je n'aimais pas amener à l'examen parce que ce n'est que des manipulations de formules. Mais c'est vrai que quelqu'un ici aurait pu dire, ben, je vais l'appeler justement la base du rectangle, une lettre pour base. Puis là, ça ne l'amènerait pas à voir des choses apparaître qui vont se simplifier. Donc, ça, probablement aussi, je n'amènerai jamais à l'examen dans cette forme-là. Il faudrait que je rajoute quelque chose. Donc, ici, ma base, je l'appelle X. Je suis en train de calculer l'aire finale, donc c'est le X final. Puis le H, mais là, quand on l'analyse, on voit que ma hauteur du rectangle correspond au L, correspond à un paramètre du problème. Donc, ce serait X fois L. C'est ma cinquième équation que j'écris. Et j'ai rajouté un inconnu nouvelle, donc X final. Je fais la même chose pour le A initial. Donc, ça va être A initial, ça va être la position initiale de la tige, donc X initial fois également le L. Sixième équation, mais au moins, là, cette fois-ci, ça ne rajoute pas. Oui, ça rajoute. Hein, le X initial, non, c'est vrai, j'ai mis que j'avais considéré que ma solution était dépendante de X initial qui disparaîtrait dans le problème. Donc, je ne le comptabilise pas et je reste à 7 inconnus. Et le problème va se poursuivre maintenant en faisant appel à de la cinématique au cours de mécanique, donc au cours précédent de physique. Pour ça, je vous dis, là, ça prend beaucoup d'idées de savoir à quoi qu'on veut aboutir exactement. C'est surtout que je veux faire apparaître le paramètre vitesse alors que j'ai mis la variable position. Donc, on voit qu'on avait vu en mécanique, en cinématique, qu'il y avait une relation évidemment entre la position et la vitesse. Première des choses que je fais apparaître pour pouvoir faire apparaître la vitesse, c'est delta x. Puis delta x, ça m'amène à une équation qui joue justement avec mes nouveaux paramètres. Donc, on avait défini le déplacement selon x, c'est delta x, c'est x final moins x initial, donc une formule du cours de mécanique. C'est la septième équation que j'écris et ça fait apparaître une nouvelle variable. Donc, septième équation et huitième inconnue. J'avais mentionné que x initial, je ne le comptabilisais pas, mais delta x n'était pas mentionné, donc je le comptabilise. Et il faut que je trouve une formule de physique qui utilise delta x dans ma méthode que j'utilise. Ben là, c'est justement la vitesse qui était fournie dans le problème, puis je peux faire un lien avec le delta x. Donc, quand on calcule une vitesse moyenne selon x, la vitesse, c'est delta x sur delta t. Donc, encore une fois, formule de mécanique, du cours de mécanique, c'est la huitième équation que j'utilise. Et quand je comptabilise les inconnus, ça c'est une nouvelle inconnue, même pas, parce que c'est vrai, quand je vais utiliser le problème, ma vitesse, on a dit que je viens d'y aller plusieurs fois en haut, là, la vitesse était fournie. Donc, j'aurais mon chiffre provenant d'en haut. Le delta x était déjà comptabilisé, puis le delta t, j'ai une remarque en haut de ne pas le comptabiliser. Donc, j'ai écrit une huitième équation et aucune nouvelle inconnue. D'un point de vue physique, si je manipule tout ce que j'ai mis en vert depuis le début, je vais arriver à ma réponse. Je vais arriver à une formule qui met en lien toutes ces variables-là et qui exprime quelle est la valeur de la force électromotrice induite. Donc, vous allez voir dans un instant, si je pitonne toutes ces équations-là d'une calculatrice, je réponds à mon premier point d'interrogation. Mais ce que je viens de décacher, c'est qu'effectivement, il y a un deuxième point d'interrogation. On me demande aussi une formule pour calculer I. Et là, au moins, on est dans le cours d'électricité, mais on va chercher ce qu'on a vu en début d'année dans le chapitre sur les circuits électriques,
mais la loi d'Ohm existe encore parce que j'ai une résistance dans ce problème-là, puis j'ai du courant qui circule, donc c'est un beau circuit électrique, puis j'ai une force électromotrice. Donc la relation d'Ohm qui établit une relation entre la résistance, le courant et ce qui va représenter la force électromotrice, s'applique dans ce problème-là. Donc mon delta V, c'est ma force électromotrice induite pour laquelle j'ai maintenant une valeur, calculée avec toutes les équations d'en haut. Le R, c'était une donnée de problème. Et le I induit, c'est ma nouvelle donnée que je cherche. Donc, je viens d'écrire une 9e équation. Et ça, c'est pas une inconnue supplémentaire. Ça, c'est pas une inconnue supplémentaire parce qu'elle est fournie par les 8 premières équations. Donc, je n'ai qu'une inconnue supplémentaire, l'inconnue recherchée. Donc, 9e équation à 9 inconnues. Et cette fois-ci, je peux même pitonner ces 9-là en même temps et la calculatrice va me retourner les deux réponses. Premièrement, la force électromotrice induite, elle va manipuler tous les paramètres d'en haut et nous dire que c'est tout simplement la vitesse donnée fournie, le champ magnétique donné fourni et le paramètre L du générateur donné fourni. Et quand que je veux avoir le I, ben, ça va tout simplement E, la force électromotrice divisée par R, donc ce paramètre-là, ce VBL-là divisé par R. Donc ici, on voit dans la calculatrice là, la partie que j'ai faite quand j'ai programmé les 9 premières équations. Donc ma boîte résolution d'équations pour 6 équations. Puis après ça, j'en ai ajouté manuellement dans la partie ici. Mais on voit que la calculatrice a manipulé toutes ces équations-là et m'a mentionné que la force électromotrice induite, c'était la valeur absolue de BLV. Évidemment, la valeur absolue de 3 valeurs qui sont positives, je peux laisser tomber la valeur absolue. Là. B, c'est déjà une grandeur positive. L, c'est une grandeur positive. Puis V, c'est une grandeur positive. Donc, que tu mettes la valeur absolue ou pas, mais, tu vas obtenir la même réponse. Donc, c'est plus simple de ne pas la mettre. La calculatrice me disait BLV. Ben, moi, je l'ai écrit différemment, VBL, parce que c'est la façon qu'on le voit dans les livres de physique. Parce que c'est une formule qu'on va voir très bientôt. Donc, on a manipulé des choses pour obtenir, si on veut, une nouvelle formule de physique là, qui est connue. Quand on cherche la force électromotrice induite dans une tige en mouvement dans un champ magnétique, en connaissant V, B et L, ben, on obtient directement la force électromotrice induite. Avec la loi d'Ohm, ben, je peux calculer le I induit. Donc, peu d'intérêt de faire toutes ces étapes-là si le but est d'obtenir une formule de physique qui est déjà connue. Donc, c'est un peu un problème de démonstration d'une formule de physique qu'on vient de faire. Mais quoique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la première partie de la démarche, on va la faire avec des chiffres pour certains problèmes. Donc, d'utiliser ce départ-là, de dire j'utilise la loi de Faraday, une version simplifiée si on veut, je calcule ma variation de flux qui apparaît dedans, puis après ça, je calcule mes deux flux individuellement. On va souvent partir des problèmes de cette façon-là pour trouver des forces électromotrices induites, avec des chiffres, évidemment.